ce petit cours d'aiguisage que j'adore donner. Donc, on va commencer avec un peu de théorie sur l'acier et la fabrication. Et puis ensuite, on va parler un peu d'un retraitement des instruments, étant donné qu'il se passe beaucoup de choses dans le retraitement et quelque part, l'aiguisage en fait un peu partie. Après, je vous montre, je fais une démo d'aiguisage traditionnel, comme beaucoup d'entre vous ont probablement appris à l'école. Et ensuite, je vais vous montrer notre méthode, qui est l'aiguisage le long de la lame, à quoi il faut faire attention, quelle pierre il faut utiliser, et puis ensuite, avec quelles aides on peut vous offrir pour que ce soit un peu plus facile. Et à la fin, on peut discuter. J'ai pris quelques instruments, l'Easy Sharp, des pierres. Donc, si vous avez des questions vraiment très pratiques, je peux toujours vous montrer et puis on peut en discuter. Peut-être certains d'entre vous ont pris quelque chose avec, donc on pourrait tout à fait envisager de vraiment essayer d'aller un peu dans la pratique. Donc, l'acier, c'est la matière première d'un instrument. La qualité dépend de la composition, donc tous les ingrédients qu'il y a dedans, de la trempe et du processus de fabrication. La trempe, c'est le fait de chauffer l'acier pour le durcir. La composition, eh bien, un acier pour faire des poêles n'est pas le même que pour faire des instruments dentaires. Donc, l'acier qu'on a besoin pour les instruments est un acier médical qui n'a pas de composants allergènes, qui a une structure qui est similaire à celle du bois. Et en fait, ça vient du fait que la matière première, ce sont des longues barres de fer, enfin d'acier. Et ces barres ont été une fois coulées dans des formes, et ces formes allongées lui donnent cette structure qui, on peut dire, est similaire à celle du bois, donc avec une structure qui va le long de ces barres de fer. C'est pour ça qu'on peut parler de bois, et ça permet aussi d'expliquer un peu notre méthode d'aiguisage. L'acier est extrêmement résistant après la trempe, donc après le traitement thermique. Et puis, petit clin d'œil d'Epler, c'est un acier vraiment unique, donc il n'y a personne d'autre qui a la même composition. Le processus de fabrication, déjà, je tiens à vous dire que si une fois vous avez envie de passer, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail. Si vous êtes un petit groupe, encore mieux. Vous pouvez sans autre visiter la fabrique. Peut-être pas tout de suite vu la situation sanitaire, mais ça va changer. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on s'organise pour faire une petite visite. Donc, durant le processus de fabrication, on respecte énormément la matière première. Donc, on respecte cette structure qui est similaire à celle du bois. On respecte les températures parce que justement, la structure change suivant la température. Il y a des contrôles de la précision à chaque étape, donc autant visuel que mécanique, dans la mesure où l'œil humain est d'incroyable de précision. Une fois qu'il est un tout petit peu entraîné, il voit vraiment des petits détails qui sont similaires à un cheveu coupé en 3 ou en 4. Et puis ensuite, l'aiguisage, on le fait toujours le long de la lame, donc toujours le long de cette structure métallique qui c'est un peu comme je l'ai dit, comme le bois. Donc, si on polit du bois, on ne va jamais le polir contre sa structure parce que ça va faire des épines. Alors que si on le polit le long, eh bien, ça va faire une surface très douce et très nette. Et donc, c'est un peu la même idée. Et il y a énormément de production manuelle, de finition manuelle dans notre atelier. La trempe, c'est donc le traitement thermique. Donc, il s'agit de chauffer et refroidir rapidement la pièce. C'est devenu un peu presque une étude scientifique parce qu'on arrive vraiment à définir la dureté finale de l'instrument grâce à cette trempe. Donc, ça va au degré près, à la minute, enfin les secondes près, combien de temps ça doit chauffer, combien de temps ça doit refroidir, et ce qui nous permet de définir
exactement la flexibilité et la dureté qu'on veut. Parce qu'il faut savoir qu'un acier trop flexible va se désaffûter plus vite et va montrer moins de résistance. En travaillant, il va se plier. Et par contre, à l'opposé, si c'est trop dur, ça risque de casser. Donc, ça sera peut-être plus résistant, enfin, ça va peut-être plus tenir à l'aiguisage, mais par contre, on a moins de ressenti et il y a plus de risques de cassure. Donc, voilà un peu pour la matière première et la production. On va passer au retraitement et les erreurs qui sont à éviter. Donc, on a dans le retraitement de la corrosion qui peut s'avérer, de l'oxydation, de la chaleur qui peut faire fondre le manche, par exemple. Et puis, la plupart du temps, c'est dû aux produits de désinfection, au nettoyage, un instrument qui tombe, qui s'entrechoque. Et puis, pour finir, il faut contrôler avant de le mettre au stérilisateur. Donc, la corrosion, on observe des petits trous qui se créent. Au début, on ne les voit presque pas, c'est juste des petits points noirs. Et en fait, l'eau, le chlore, les produits de désinfection s'infiltrent et font des trous à l'intérieur. Et tout d'un coup, la pointe, elle part sans aucune force. Elle tombe. Donc, si vous avez des pièces qui ressemblent à ça, ça arrive, c'est malheureux, mais ça arrive. C'est probablement dû, à des possibles micro-fissures. Donc, il est tombé une fois, il a juste une micro-fissure et il y a de l'eau et du chlore, enfin de l'eau qui contient un peu de chlore qui s'est infiltré, ou bien un produit de désinfection qui est assez agressif et qui est peut-être pas été dosé comme il faut au niveau du dosage dans le bain de désinfection. L'oxydation, alors là, il s'agit plutôt de taches, de rouille. Et ça vient en général d'un instrument ou d'une pièce métallique qui se retrouve dans le thermodésinfecteur et qui s'oxyde et qui éparpille son oxydation partout. Donc, on se retrouve avec des manches oxydées, avec des pièces qui ont des taches et qui ressemblent à rien du tout. Et en fait, peut-être ça vous est déjà arrivé même dans la machine à laver. En tout cas, moi, ça m'est arrivé. J'ai du couteau qui rouillait. Et du coup, je me suis retrouvée avec toute la vaisselle pleine de taches de rouille. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver dans un thermodésinfecteur. Et là, il faut juste trouver quel est le fautif, quel est l'instrument qui a rouillé et qui a oxydé partout. Ensuite, la chaleur, troisième point important. Vu que la chaleur transforme l'acier dans la flexibilité et la dureté qu'on désire, eh bien, ça peut aussi modifier après coup la qualité de l'instrument. En dehors du fait que le manche peut fondre, et surtout ces manches-là, eh bien, dans un cas comme ça, même l'acier a changé de qualité. Donc, si vous vous retrouvez avec un manche qui a fondu, il est très, très probable que l'acier lui-même a changé. Et donc, vous vous retrouvez avec un instrument qui n'est plus le même, qui peut soit casser, soit se désaffûter plus vite, se déformer. Donc, faire attention à la chaleur. En principe, ça ne devrait pas arriver étant donné qu'on a des stérilisateurs qui sont limités à 134 degrés. Donc, en aucun cas, ça devrait arriver. Mais si ça arrive, il faut contrôler le réglage du stérilisateur et potentiellement corriger cela. Au niveau du retraitement et de la désinfection surtout, il est très important de suivre le mode d'emploi du produit. Donc, dans le mode d'emploi, vous avez la concentration et le temps d'immersion. En général, les temps d'immersion sont de 1/4 d'heure à une demi-heure et la concentration du produit sont de 2 à 4%. Donc, c'est très petit et c'est important de les suivre. Si vous avez des instruments qui restent longtemps dedans, plus d'une heure, un après-midi, voire un week-end, que je sais que ça arrive, eh bien, vous risquez d'avoir des manches qui changent de couleur, d'avoir un instrument qui devient moche, que ça attaque même l'acier.
Donc, si vous avez dans votre cabinet des manches qui sont tout moches, qui ont changé de couleur, eh bien, il y a de fortes chances que ça vient du produit de désinfection. Et pour ça, vraiment, contrôler le temps d'immersion et la concentration du produit, ça va tout changer et vous aurez des instruments qui resteront beaux pendant beaucoup, beaucoup plus longtemps. Au final, le nettoyage, donc une fois que l'instrument est désinfecté, c'est très important d'enlever tout le produit de désinfection. Donc, il faut bien le rincer. Pour éviter de se blesser et d'entrechoquer ou casser les instruments, il est important de ne pas juste retourner le bac dans le lavabo parce que les instruments ils risquent de s'entrechoquer justement et de se casser. Portez toujours des gants robustes parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui sont tranchants et c'est mieux. Et puis, dernier point, évitez à tout prix les brosses métalliques parce que d'une part, sur ce qui est tranchant, eh bien, ça va enlever le tranchant. Et sur ce qui doit être bien doux, comme une spatule, par exemple, la composite, ça va créer des micro-fissures, ça va créer des rayes. Et du coup, le composite risque de s'y attacher beaucoup plus. Donc, voilà, c'est des petits trucs qu'on peut facilement mettre en place pour améliorer la qualité de l'instrument, enfin, améliorer surtout la durée de vie de l'instrument. Une fois que l'instrument il est propre, eh bien, il faut contrôler pour voir si il est tout bien, s'il reste des résidus de quelque chose, s'il est affûté. Et avant de le mettre au stérilisateur, il faut qu'il soit bien sec parce que, de nouveau, j'aime bien prendre l'exemple du lave-vaisselle. Si vous avez des verres qui ont des taches d'eau dessus, eh bien, si vous ne les essuyez pas, eh bien, les taches d'eau vont s'incruster. Et vous avez, quand vous sortez les verres de votre armoire, eh bien, ils sont pleins de taches d'eau. Donc, c'est un peu sur le même principe. C'est mieux de bien les essuyer avant de les mettre au stérilisateur. Et le plus important, les aiguiser. Alors, je pense que vous connaissez tous un peu cette méthode parce que c'est la méthode la plus traditionnelle, la plus utilisée dans le monde et qui se fait, donc on bouge la pierre sur la tige de l'instrument. Et en général, ça ressemble un peu à ça. Donc, c'est assez difficile de tenir l'instrument. On peut s'aider en le mettant sur le bord de la table avec un guide. Des fois, on le fait plus horizontal. Et souvent, les résultats, eh bien, c'est pas top. Enfin, il y en a qui arrivent très bien. Mais ce qui arrive tout le temps, c'est d'avoir des stries sur la surface et qui créent des micro-dents. Et c'est pratiquement impossible de ne pas les faire si on utilise cette méthode. C'est de nouveau comme si vous voulez polir avec du papier de verre du bois et vous le polissez contre sa structure, eh bien vous allez créer la même chose, c'est-à-dire des bavures qui vont dépasser, des bavures qui vont, si vous les touchez, ça vous fait mal. L'acier, c'est un peu plus fin, plus petit, donc vous n'allez pas forcément le voir, mais vous aurez quand même ces micro-dents qui vont dépasser et qui peuvent finir dans la gencive et surtout se désaffûter très vite. Donc, on a des dentistes, des chercheurs qui ont fait une petite étude là-dessus sur c'est ce que les gens savent vraiment aiguiser. Et la résultante a été que, en fait, personne ne sait aiguiser. Parce qu'il y a de la perte de matière, il y a un risque de rupture dès lors qu'on perd de la matière. Il y a des bavures, il y a des lames striées qui peuvent griffer les dents et on a de la perte de géométrie. Et donc, étant donné que personne ne sait aiguiser, alors on va essayer de faire en sorte que les gens n'aient plus besoin d'aiguiser. Alors, ils ont fait des instruments qui ne s'aiguisent pas. Alors, c'est quelque chose qui est sur le principe intéressant, mais dans la pratique, elle n'est pas tout à fait juste. Parce que dès le moment qu'on met un coating, donc un revêtement sur une lame, eh bien, la lame va déjà à la base être un peu moins tranchante.
L'instrument, il va certainement rester identique pendant plus de temps parce qu'il va s'user moins vite, mais il sera très, très difficile, voire impossible à réaiguiser. Et en contrepartie, à l'université de Zurich, ils ont comparé notre instrument de base, les instruments avec un revêtement de surface et les U3D qui sont average, qui ont un acier très, très dur. Et en fait, le résultat était assez incroyable. C'est que, certes, après 1000 passages sur une dentine de bovin, sans aiguiser, clairement, les 3 instruments, ils ont une perte d'efficacité minime, mais similaire. Alors oui, notre instrument a perdu un peu plus, mais c'est vraiment minime. Je pense qu'au ressenti, on ne le sent pas. C'est vraiment dans l'étude qu'ils ont vu une petite différence. Par contre, après 5 procédures de stérilisation, donc avec thermodésinfecteur, stérilisation, toujours sans aiguisage, les 3 instruments ont perdu 74% de leur efficacité. Donc, en gros, ils n'étaient plus tout à fait aiguisés. Il fallait soit les jeter, soit les réaiguiser. Donc, si on schématise tout ça un petit peu, ben, ça ressemble à ça. On a bien sûr le Doppler qui s'use un peu plus vite lors d'utilisation sur la dent, mais qui est plus tranchant au départ. Et puis, l'instrument qui a un coating qui se désaffûte et ensuite, ben, il va se désaffûter de plus en plus. Alors que les instruments qui se réaiguisent, eh bien, vous pouvez les réaiguiser comme il faut et retrouver le tranchant du début. Et grâce à cette méthode-là, vous y arrivez facilement et vous allez éviter tout ce qui a été dit auparavant, donc pas de bavure, pas de stries, pas de facettes, un angle qui est correct, une géométrie qui est maintenue, une sécurité qui est maintenue, enfin aussi une précision. L'instrument, il vit plus longtemps et puis pour vous, pour travailler, c'était beaucoup plus agréable. Donc, et la grosse différence, c'est vraiment ce mouvement qui, au lieu d'être contre la lame, sera le long de la lame, comme sur la flèche que vous voyez là. Un petit truc important, on a vite tendance à juste contrôler si l'instrument est affûté sur un test stick, mais il est très important de les regarder parce qu'en les regardant, vous allez voir si elles sont neutres, si elles sont usées, si elles sont aiguisées, comment elles ont été aiguisées et puis quelle est leur géométrie et vous pouvez comparer le ressenti à ce que vous voyez. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez les corriger, les améliorer et vraiment maintenir votre instrument de telle manière à ce qu'il vous corresponde du mieux possible. Donc vraiment, jetez un coup d'œil sur vos lames avec une petite loupe ou les lunettes avec les loupes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Une question qui vient très très souvent, donc combien de fois il faut aiguiser ou combien de temps, c'est vraiment une question on n'a pas vraiment de réponse là-dessus parce que ça dépend de plein de choses. Mais il faut savoir qu'on attend longtemps, donc jusqu'à ce que l'instrument soit vraiment complètement désaffûté. Et là, il faut vraiment aiguiser et aiguiser longtemps. Maintenant, si on aiguise très très régulièrement, on peut plus parler d'affûtage et du coup, on enlève très peu de matière et on garde l'instrument beaucoup plus longtemps et ça va beaucoup plus vite. C'est un peu comme le boucher quand il aiguise ses couteaux après chaque client. Eh bien, il va juste faire 2-3 allers-retours avec son fusil et on appelle ça plutôt un affûtage qu'un aiguisage parce que il n'enlève pas beaucoup de matière. En définitive, il redresse le fil de la lame. Et avec vos instruments, vous pouvez faire exactement la même chose. En gros, si après un patient, l'instrument il est toujours affûté, vous pouvez par contre le maintenir affûté parce qu'au début, c'est juste la pointe qui va bouger un petit peu. Ça ne va pas vous le rendre complètement désaffûté, mais avec un petit coup de pierre, vous allez le rendre de nouveau comme neuf.
Maintenant, si vous attendez longtemps, eh bien, il faut enlever beaucoup de matière, ce qui fait que vous devez aiguiser très longtemps. Donc, vous avez vraiment ces deux choses qui sont ces deux différentes usures qui sont très importantes. Ça nous amène à la géométrie. On a vu avant, la géométrie est modifiée, etc. Bon, la géométrie, c'est l'angle. C'est pas facile à garder le bon angle. Maintenant, il ne faut pas non plus se dire il faut absolument qu'il soit hyper parfait. On peut se permettre un peu de déviance, mais pas trop. Dans la mesure où si tout d'un coup on a un angle trop aigu, ça va donner l'illusion d'être super efficace, mais il risque de se casser et puis il va sauter sur le tartre. Donc, ça va vous fatiguer aussi. C'est un petit peu comme quand vous enlevez la glace sur le pare-brise de la voiture et que vous devez faire un angle avec votre grattoir. Et bien, suivant l'angle que vous mettez, ça fonctionne plus ou moins bien. Alors, les instruments, c'est la même chose. Simplement, c'est le fabricant qui va vous créer un angle qui soit efficace pour vous pour travailler de façon ergonomique. Et donc, il faut vraiment essayer de garder au maximum cet angle de fabrication, même s'il ne faut pas se focaliser uniquement là-dessus. Alors, pour les angles, donc on a 20 degrés pour les détarteurs à les curettes universelles et 30 pour les curettes de Grasset. Donc, cet angle-là, on parle de l'angle entre la tige, la première tige de l'instrument et la pierre. Ensuite, bon, ça, c'est dans ma présentation, ça nous concerne un peu moins. Je pense que vous savez tout ce que c'est qu'un scaler, une curette universelle ou une curette de Gracie. Donc, si vous avez des questions là-dessus, mettez-le seulement dans le chat. Après, nous avons les pierres. Il existe différents types de pierres. Ma préférée, c'est l'Arkansas qui est translucide. C'est une pierre très fine, très douce, qui est par contre assez efficace. Elle est très dure, elle est naturelle et puis elle est vraiment... moi, c'est ma préférée. Après, on a une nouvelle pierre, c'est une Black Arkansas. Elle est un peu moins... Elle est très similaire à la translucide. Elle est peut-être un peu plus douce, un peu moins efficace, tout petit peu moins abrasif. Après, on a la céramique, qui est une pierre très basique, qui s'use un peu plus vite, qui est très, très bien. Après, il existe les pierres India. C'est des pierres très, très abrasives qu'on ne propose pratiquement plus, enfin qu'on n'a plus, parce qu'elles sont tellement abrasives que justement, en plus, si vous aiguisez malencontreusement contre la lame, vous créez vraiment des énormes dents dans le tranchant. Après, on a une pierre qui est en silicone carbide. C'est aussi appelé communément carborundum. C'est une pierre grise que nous, on conseille pour aiguiser les curettes en titane. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour refaire un tranchant qui est complètement désaffûté pour refaire cette forme de l'instrument pour ensuite finir avec une pierre plus fine. Donc, nous avons parlé des pierres, de comment il faut aiguiser en théorie et pourquoi. Et puis, bien sûr, petit rappel, vérifier avec la loupe, aiguiser le long de la lame avec le bon angle. Donc, vraiment, c'est ces deux points, aiguiser le long de la lame avec le bon angle, qui sont les deux points les plus importants. Donc, pour aiguiser, on a besoin, bien sûr, d'une pierre, de l'huile. Et de l'huile, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il faut des instruments, il faut un chiffon, il faut une loupe, de la bonne lumière et un test stick pour vérifier si c'est bien tranchant comme on veut. Alors, la méthode, ça ressemble à ça. Donc, on prend la pierre
en face de ses yeux pour vraiment voir si l'instrument est bien adjacent à la pierre. Donc, le plat de la lame doit être adjacent à la pierre. Et vu que l'instrument est arrondi, enfin, là, il s'agit d'un M23, donc il a le côté arrondi pour finir en pointe. Donc, si on regarde d'autres instruments, ça c'est une faucille, une curette universelle en faucille, c'est la même chose. On a cet angle entre la première tige et la pierre. Et en général, c'est plus facile d'aiguiser le côté où on voit la pointe, qui est vers nous. Donc, si on regarde depuis un autre angle, après, on a une autre curette, un GX, non, un GX4. Donc, on a toujours le même angle et on fait toujours ce même mouvement de haut en bas tout en tournant légèrement l'instrument entre les doigts. Une 5-6, une Gracie 5-6. De nouveau, c'est le même mouvement, simplement on a un angle un peu plus prononcé. Et puis une 11-12. Faut pas hésiter d'essayer et puis de vraiment essayer le plus possible de suivre une ligne au milieu de la pierre et de bouger cet instrument de la pointe jusqu'à la fin de la partie travaillante, voire un peu plus loin. On peut sans autre user la pièce un peu plus en arrière pour qu'elle s'use plus symétriquement. Parce que si vous avez la pointe qui se raccourcit, vous allez avoir plus de risques de cassure, alors que si tout se rapetissit un peu plus régulièrement, eh bien, vous avez un instrument qui, de nouveau, que vous pouvez garder plus longtemps. Et pour finir, on doit aussi aiguiser la pointe de l'instrument. Donc, le plus simple, c'est poser la pierre sur la table et simplement poser la pointe dessus et la caresser en avant, en arrière. Donc, pour avoir un peu de stabilité, le mieux, c'est de fixer les coudes sur la table et tenir la pierre dans l'horizon des yeux. Donc, l'idée, c'est vraiment de ne pas regarder la pierre par-dessus, mais vraiment depuis le côté pour voir que la pointe de l'instrument est bien adjacente à la pierre. Je m'explique peut-être mieux avec un petit schéma. Donc, vous avez ici l'instrument et la partie qui doit être adjacente à la pierre. Et si vous regardez depuis le haut, comme ça, vous n'allez rien voir. Donc, il vous faut vraiment voir l'instrument qui est adjacent à la pierre.
la surface du tranchant qui doit être adjacent à la pierre. De cette manière-là, vous pouvez aiguiser vos instruments sans aide aucune supplémentaire, juste la pierre et l'instrument. Ensuite, petit truc, la pointe de l'instrument doit toujours être dans l'axe de la pierre, donc elle doit regarder soit vers le haut ou vers le bas. Donc, si vous voyez ici, la pointe, elle regarde vraiment, elle est vraiment dans l'axe de la pierre. Et autre petit truc, le manche de l'instrument doit être perpendiculaire à la pierre. Donc, le gros plan sur la pointe. Et le mouvement du manche. Donc, le mouvement, il est petit. Le seul défaut, la seule chose que vous pouvez faire faux avec cette méthode, c'est d'aller un peu trop sur la pointe. Je vous remontre la vidéo d'avant. Donc, en fait, si on fait le mouvement de rotation un peu trop fort, eh bien, on va user prématurément la pointe. On va faire, les curettes vont ressembler à des scalers et des scalers vont ressembler à des curettes. Mais ça, vous pouvez corriger si vous les regardez régulièrement. Donc, ça, c'est si vous n'avez aucune aide quelconque. Par contre, maintenant, on a développé des petits coachs, ce qu'on a appelé, pour aider à garder le bon angle. Ça donne une indication, un guide pour que vous gardiez l'angle juste. Et ça aide vraiment à visualiser cet angle pour apprendre ou même toujours. Après, ça dépend des personnes. Et puis, donc, le mouvement est exactement le même. La pointe regarde au même endroit. L'instrument doit être dans la même position. Simplement, avec la première tige, on vient cacher cet angle qui est dans le coach. Et ça ressemble à ça. Donc, on met toujours, bien sûr, un peu d'huile, sans exagérer. Et on l'éparpille, surtout, on ne le laisse pas en mode... comment on dit ça en français? On laisse pas une grosse quantité d'huile parce que sinon, avec les particules d'acier, ça va faire une pâte. Et c'est vraiment, ça sert à rien et c'est pas beau et ça va plus déranger qu'autre chose. Donc, avec la première tige, on cache bien cet angle. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Et si on dévie un petit peu, ce n'est absolument pas grave. C'est une indication et même si on n'est pas parfait, c'est hyper précis quand même. Et puis une fois qu'on a fini, on regarde avec la loupe et on regarde si on est content du résultat. Donc ça, c'est de nouveau, comme je vous ai déjà montré avant, comment aiguiser la pointe de l'instrument. On pose la pierre sur une table et on fait des allers-retours en rotation sur la pointe. Et on vérifie l'état de la pointe. C'est pas quelque chose qu'on doit faire à chaque fois. Il faut regarder la pointe. Si elle est carrée ou pointue, alors qu'elle devrait être ronde, alors à ce moment-là, ça vaut la peine de passer dessus. Mais si elle est toujours ronde, ça ne sert à rien de le faire. C'est pas nécessaire parce que ça raccourcit l'instrument. Donc ça, c'était pour les coachs. Et pour finir, l'Easy Sharp. Qui permet d'aiguiser donc toujours dans la même idée, toujours le long de la lame. Par contre, avec un angle qui est vraiment parfait et fixe.
Donc, c'est quelque chose que n'importe qui, si vous êtes plusieurs dans le cabinet, vous pouvez tout à fait envisager de dire, OK, chaque personne qui aiguise, elle aiguise avec ça. Comme ça, vous avez toujours les instruments dans le même état. La seule chose qui peut être vraiment fait faux, c'est qu'on se trompe dans les angles qu'on sélectionne. Donc, l'idée, de nouveau, c'est vraiment d'aiguiser le long de la lame. On voit bien ici les stries de production qui sont le long de cette lame. Ça, c'est le même instrument qu'avant avec les facettes et des trous. Et le résultat final après un aiguisage avec l'EasySharp. Donc, suivant la pierre qu'on utilise, la surface, elle sera plus ou moins miroir. Bien sûr, plus elle est fine, plus elle sera miroir, mais ce n'est pas du coup le plus important. C'est vraiment que ce soit quand même une pierre fine. Ça peut être mat, mais il ne faut pas qu'il y ait des stries. Donc, pour aiguiser, vous avez besoin d'une liste avec tous les angles, une pierre, des couches pour surélever un peu la pierre, parce que les pierres ne sont pas toujours de la bonne dimension, malheureusement. On essuie bien l'huile dessus. Donc, c'est vraiment important de mettre une de ces couches, les nouveaux sont en plexi, sous la pierre quand on aiguise le M23. Donc, on peut placer l'instrument et fixer la distance pour que la pièce soit bien fixée et sans pour autant être bloquée. Le premier angle, c'est 2 degrés à gauche. Donc, on bouge la pierre. Un trait est égal à 2 degrés. Et puis, on doit soulever l'instrument pour le poser sur la pierre. Étant donné que la pierre est pratiquement horizontale, eh bien, il faut que vous suréleviez un tout petit peu la pièce pour la poser sur la pierre. Sinon, elle risque de ne pas toucher la pierre. Et vous avez tout à droite le mouvement avec la pierre et le mouvement avec l'instrument. Et vous allez voir, en fait, c'est exactement la même chose qu'à la main avant. Simplement, l'angle est fixe. Donc, en faisant ça, on peut très bien envisager de regarder la télé en même temps. Parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup, on doit juste faire le mouvement. Et au bout d'un moment, on le ressent, donc on n'a même pas besoin de regarder ce qu'on fait. Il y a un détail sur lequel je n'ai pas beaucoup parlé, c'est la pression qu'on doit mettre avec la pièce sur la pierre. En fait, il n'en faut pas du tout. Il faut s'imaginer glisser comme à ski ou comme pour faire du patin à glace. Il faut laisser glisser avec une mini pression, voire rien du tout. Juste le poids de la main, si vous faites à la main, et puis de l'instrument qui est posé sur la pierre, mais pas plus. Donc, il ne faut pas se crisper. S'imaginer faire du yoga ou quelque chose de cool et juste laisser aller. Et vous verrez, le résultat est super et bluffant. Et puis, autre chose aussi avec l'EasySharp, vous pouvez sans autre prendre tous vos M23 et vous les faites à la chaîne. Donc, en fait, j'ai fini ma petite présentation et je vous propose d'en discuter. Si vous avez des questions, n'hésitez